Cyril Viennot est l'un des rares professionnels dans le monde du triathlon français. Ultra régulier depuis près de 10 ans, c'est le plus beau palmarès du triathlon français. Champion du monde, meilleur performeur français à l'Ironman d'Hawaï, il va nous raconter son aventure, de prof de PS à guide de paratriathlon, et nous partager quelques anecdotes sur ses plus belles courses. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance d'avoir avec nous Cyril Viennot, un des plus beaux palmarès du triathlon français longue distance, champion du monde en 2015 à Motola en Suède et depuis peu guide pour le paratriathlon. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Bonjour. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, Cyril. Aujourd'hui, effectivement, on a l'équipe au complet du côté du PPTC, avec Thibaut, Mélène et Geoffroy qui m'accompagnent. On est ravis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ce podcast, pouvoir te poser quelques petites questions. Mais avant de commencer, de rentrer vraiment dans le fond de l'interview, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Ouais, déjà merci de me recevoir entre guillemets. Je suis très content aussi de faire ce podcast et donc je m'appelle Cyril Viennot, j'ai 38 ans depuis peu. Je suis plutôt spécialisé dans le longue distance et voilà, j'habite à Dole, j'ai 2 enfants et c'est vrai que depuis 1 an maintenant, je suis guide en paratriathlon également en plus de poursuivre ma carrière perso sur le long. Et je suis prof de PS aussi, voilà, accessoirement. C'est quoi, bien changé tout ça. Au lycée, en collège, c'est quoi ? Alors, j'ai enseigné en collège et là, j'enseigne plus depuis 2013. Je suis en décharge de service, très exactement, pour utiliser le terme scientifique. Voilà. Et ça signifie quoi, du coup, décharge de service ? Ça veut dire que ça veut dire que je travaille, j'ai une décharge totale. Je suis toujours salarié de l'Éducation nationale, mais je ne travaille plus. Voilà. Donc, c'est ça, plutôt c'est dans sympa. le cadre de ton statut de professionnel. Ouais, c'est ça. En fait, en 2013, j'ai fait 1 an sans salaire pour me lancer à fond dans le triathlon parce que ça marchait bien sur le longue distance. Et après, je suis rentré sur liste de haut niveau parce que j'ai participé au championnat du monde de longue distance. Et à partir de 2014, j'étais en décharge de service, donc de nouveau salarié, mais sans travailler toujours. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passé ton confinement ? On continue d'en parler un petit peu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'était il y a pas longtemps, mais en fait les semaines passent vite. Il y a déjà eu pas mal de choses depuis. Pour moi, ça s'est passé de la manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire que j'étais à un déplacement à l'étranger avec mon binôme Thibaut pour une compète qui a été annulée la veille de la course. Donc on est rentré le 20 ou 21 mars. Et puis ensuite j'étais en famille chez moi à Dole avec ma femme et mes 2 enfants. Donc voilà, l'entraînement a continué sans la natation, mais de manière plutôt constructive. Et puis, on a passé des bons moments en famille. Ça m'a permis de passer beaucoup de temps avec les enfants, ce que je fais pas forcément beaucoup ces dernières années, on va dire ces 2 dernières années, parce que je suis beaucoup en déplacement. Donc, voilà, il y avait du positif dans le négatif, on va dire. Et beaucoup de temps avec ton home trainer aussi ou pas ? Ah là par contre oui, bien sûr. Et puis j'ai acheté un tapis de course. Je détestais ça à la base, mais là il a bien fallu s'y mettre. Donc home trainer, tapis de course et PPG, les 3 outils de torture les plus horribles du triathlon. Mais bon, c'est comme ça.
Pour la partie natation, il n'y a pas moyen de s'entraîner avec des élastiques à domicile, ce genre de choses? Ouais, bah si, j'ai fait ça, mais bon, faut être réaliste, hein, ça diminue le désentraînement, on va dire, mais c'est pas miracle non plus, hein, quand on retourne dans l'eau, c'est quand même pas génial. Mais bon, Est-ce que voilà. tu es un adepte de Zwift ou de tout autre logiciel qui virtualise un peu Ouais, c'est ça, Zwift. Et puis moi, mon entraîneur était connecté, donc de toute façon, j'avais l'habitude de faire des séances avec entraînement direct, avec la puissance, etc. Et puis Zwift, c'est vrai que ça a permis de faire des courses avec les copains, de faire des rendez-vous avec les magazines aussi, comme Trimag, Trimax, qui ont été assez actifs sur les réseaux, de faire 1 ou 2 séances avec Thibaut aussi en virtuel. Donc c'était plutôt sympa, mais très franchement, depuis le 11 mai, j'ai pas touché une seule fois le home trainer. Voilà. Donc Content de retrouver la sensation de la route, quoi. ouais, non, ça a rien à voir, franchement, quand même. Et puis rouler, là, on peut rouler un petit peu plus avec les copains. Voilà, ça commence à être un peu mieux. Et puis avec Thibaut, de toute façon, il vient de faire du tandem pendant 9 jours. Donc, quoi qu'il arrive, j'avais quelqu'un avec qui rouler. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et tu as réussi justement à retrouver les bassins, ce que tu me disais il y a pas longtemps, vous avez des dérogations un peu pour les pros? Ouais, ben il a fallu convaincre la mairie déjà parce que ils étaient pas très très chauds au début et puis finalement ça s'est fait assez vite. La Fédé m'a aidé aussi à les convaincre et ils ont remis en eau le bassin. Ça a été un petit peu compliqué parce que c'est un bassin extérieur, ce qui facilite toutes les démarches liées au Covid, mais il a fallu le nettoyer, le remettre en eau. Il y avait quelques petits problèmes techniques, donc ça a pris 2 semaines. Mais ouais, j'ai pu retourner dans le bassin de la piscine municipale depuis 2 semaines après le 11 mai, quoi. Je calcule pas, mais voilà. Donc ça fait concrètement 2 semaines que je renage en bassin de 25. Et avant ça, j'ai renagé dans des piscines privées, donc pas très très grandes, mais pour limiter la casse, soit avec un élastique, soit en faisant des tours, des allers-retours. Enfin, on s'est débrouillé, quoi. Voilà. Et tu sens justement la différence que tu disais quand tu reviens dans l'eau, les sensations sont toujours là, mais tu te sens un peu rouillé ou comment ça se passe? Les sensations sont pas si mauvaises tant qu'on n'est pas confronté au chrono en fait. Et quand je suis retourné dans la piscine taille normale, on va dire, et que le coach m'a donné des temps, eh ben là on se rend compte que ouais, il y a quand même un petit peu de boulot, mais ça revient vite, ça revient vite. Au fil un petit peu de l'interview avec toi, on va refaire un petit peu tout ton parcours. On va essayer de commencer par la base. Comment est-ce que tu en es venu à la pratique du triathlon? C'est une question qu'on aime bien poser parce que c'est vrai que nous, on s'y est mis un petit peu sur le tard et on aime bien savoir un petit peu comment t'en es venu à ce sport qui est assez confidentiel malgré tout. Eh ben en fait, moi j'y suis venu vraiment tôt parce que j'ai fait mon premier triathlon à 12 ans. Il y avait un triathlon dans ma ville, à Dole, donc j'avais un oncle qui pratiquait, donc mes parents savaient ce que c'était que le triathlon. Et puis voilà, ils m'ont proposé un été de le faire. L'année suivante, je l'ai refait, et puis en plus de ça, j'ai fait le triathlon UNSS parce que mon prof de PS était triathlète aussi. Et puis la 3e année, je me suis décidé à prendre une licence, et puis j'ai jamais arrêté depuis. Alors voilà, ça a commencé comme ça. J'étais ni nageur, ni coureur, ni rouleur. Mais ça m'a bien plu et puis j'ai eu des résultats plutôt corrects. Donc vu que j'ai quand même le goût de la compétition, ça m'a motivé à continuer. C'était pas exceptionnel, hein, ça a été extrêmement progressif pour devenir bon, on va dire. Mais j'ai bien accroché en tout cas. C'était ton premier sport? Non, pas du tout. J'ai toujours pratiqué du sport, un peu de natation quand j'étais tout petit, malgré le fait que ce soit mon point faible pour apprendre à nager. J'ai fait 8 ans de gym, j'ai fait 1 an de tennis de table, 1 an de sport de combat, du ski, de la planche à voile, du tennis, du foot. Enfin voilà, j'ai toujours fait beaucoup de sport, quoi qu'il arrive. Et c'était pas mon premier sport, non. Ah, t'as touché un petit peu à tout avant d'arriver sur le triathlon finalement. Ouais, j'avais des parents pour qui ça semblait important qu'on fasse du sport et je les remercie parce que même si eux n'étaient pas compétiteurs, ils nous ont toujours poussé à faire des années en club et moi ça m'a plutôt servi d'être polyvalent comme ça dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est plutôt pas mal, voilà. Ah, ça a donné de bons résultats. Ouais, surtout si t'en as fait aussi ton métier avec le prof, quoi. C'est aussi du coup des études que t'as fait en STAPS, ce genre de choses? Ouais, c'était pas prévu que j'en fasse mon métier, hein, très franchement. Moi, j'ai fait mon premier long à 28 ans. J'ai arrêté de bosser à 31. Donc, tu vois, c'était pas le plan de départ. Mais effectivement, ça a fini par marcher. Mais c'est vrai que
j'ai vraiment mis du temps à prendre conscience que je pouvais faire quelque chose de bien et à être sérieux et appliqué, on va dire. Voilà. Et comment t'as justement senti qu'il y avait la transition et que c'était peut-être le bon moment pour passer d'amateur à pro? Qu'est-ce qui t'a décidé justement? Malgré tout, bon, vous pratiquez tous, donc vous savez que le triathlon, c'est quand même une forme de mode de vie, quoi. C'est assez prenant, ça contamine un peu toutes les sections de la vie courante, on va dire. Donc, j'étais quand même quelqu'un d'investi, je gagnais des courses au niveau régional, etc. On peut pas dire que je suis passé de rien à tout, mais le vrai déclencheur, ça a été quand j'ai fait mon premier Iron, parce que c'est vrai que je l'ai préparé en travaillant. Certes en travaillant comme prof, diront certains, mais en travaillant quand même. Ma femme était enceinte, en plus c'était l'année où j'ai eu mon premier enfant, et j'ai fait une perf vraiment intéressante. J'ai fait 7e au scratch, c'était à Roth, c'est un parcours assez rapide, et j'ai fait 8h22 sur mon premier Iron. Et là, je me suis dit, bon, ce que si, il faut que je me bouge, quoi. Voilà, c'était... je me suis dit, il y a quelque chose de bien à faire, je pense. J'avais que des pros autour de moi et des grands noms. Il y avait vraiment un plateau de dingue cette année-là. Et c'est là que je me suis dit, bah voilà, parce que s'il faut te bouger les fesses, il faut t'entraîner sérieux et essayer de passer pro. Mais avant ça, je m'étais jamais dit, je vais pouvoir arrêter de travailler pour faire du triathlon. Voilà. Ah, donc t'as réussi à conjuguer justement cette année de transition entre continuer à t'entraîner fort tout en étant encore salarié, et justement l'année d'après te dire voilà, maintenant je passe pro et ça y est, c'est parti, quoi. Ouais, en fait, j'ai commencé à passer à 60%. J'étais dans un bahut où le chef était assez arrangeant, donc j'ai concentré mon emploi du temps sur mardi, mercredi, jeudi. Donc comme ça, je pouvais courir en pro sur les Alpes en Europe, etc., sans prendre de jours de congé, en fait. Et puis après, il me laissait partir à Hawaï parce qu'en fait, dès ma 2e année, j'ai couru en pro sur le circuit Iron et je me suis qualifié à Hawaï. Il me laissait mes 2 semaines pour partir à Hawaï, ce qui est pas facile quand on est prof. Donc ouais, j'ai continué jusqu'en 2012 en fait à travailler. Et puis après, bon, il a fallu se rendre à l'évidence. J'étais vraiment le dernier dans les 15 premiers à Hawaï à bosser, donc j'ai décidé d'arrêter pour essayer de progresser à fond. Ouais, je suis désolé, j'ai un obstacle. Quelqu'un qui me perturbe, qui essaie de bouffer mon câble, alors... C'est un chat. Et comment tu as assuré cette transition financière? On a eu l'opportunité d'interviewer Olivier Marceau, qui nous expliquait un peu comment il gagnait sa vie, etc. Comment tu as fait cette transition aussi, puisque c'est beaucoup d'investissements en matériel, c'était pas sponsorisé au début, beaucoup de transport, enfin peut-être quand tu peux gagner des dossards, mais il faut payer aussi l'avion, il faut payer le logement, etc. Comment tu as géré ça? Alors déjà, dans les premières années, quasiment tout ce que je gagnais en prime, je le réinvestissais dans le triathlon en diminuant mon temps de travail. Voilà. Bon, voilà, c'est une décision qui est familiale aussi parce que ça impacte les finances de tout le monde. Tant que ça faisait pas baisser mes revenus, c'est-à-dire que je gagnais suffisamment de primes pour réinvestir dans le tri, ça allait. Et puis, à un moment donné, donc 2010, premier Iron, ça a marché fort. 2011, j'ai signé au club de Beauvais, j'habitais déjà à Beauvais, et ils m'ont aidé très fortement. Et à partir de 2012, ils m'aidaient tellement que je me suis dit, rien qu'avec l'aide du club, les primes du club, et puis mes quelques partenaires perso, je peux faire une année, même si l'année est catastrophique, je ne serai pas à la rue non plus. Donc c'est quand même à 99% grâce au club de triathlon de Beauvais que j'ai pu passer pro. Donc je les remercie, et Agnès, sa présidente, parce que c'est vrai que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Et c'est des gens que tu as sollicités ou qui sont venus vers toi pour te démarcher, ou ça s'est fait à l'occasion d'une course quelconque? Non, mais en fait, j'habitais à Beauvais, j'étais prof à Beauvais et je m'entraînais déjà avec le club de Beauvais. J'étais resté dans mon club local à Vesoul parce que je faisais de la D2, D1 avec eux et puis c'était une bande de copains. Mais on se connaissait déjà et puis en fait, en 2010, quand j'ai commencé à être fort sur du long, c'est un pote qui était au Tri de Beauvais qui me dit attends, je vais quand même aller voir la présidente pour voir s'il peut pas faire quelque chose pour toi. Et puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Gérald, je le remercie aussi. J'en profite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Comment tu as pu réussir à conjuguer l'entraînement et le travail en tant qu'amateur?
Eh ben, c'était assez compartimenté, hein, c'est-à-dire que au bahut, mes collègues savaient que je faisais du sport. Il y a quelques élèves qui savaient, mais pas beaucoup. Je groupais mon emploi du temps sur le milieu de semaine pour pouvoir m'entraîner comme un dingue sur les week-ends. Et puis après, je partais en stage à toutes les vacances. Voilà, donc février-avril, c'était 2 semaines de stage en février, 2 semaines en avril. Et puis, je courais essentiellement en Europe, comme j'ai expliqué, pour que ça colle avec mon emploi du temps. Et après, vu que j'étais prof, j'avais juillet-août pour beaucoup m'entraîner et puis partir un petit peu plus loin si besoin et préparer Hawaï. Voilà, la période un peu délicate, c'était septembre pour préparer Hawaï parce que je reprenais le boulot. Il y avait beaucoup de choses à faire à la rentrée et puis il fallait que je m'entraîne en Picardie quel que soit le temps. Mais bon, ça m'a pas trop mal réussi puisque j'ai bossé jusqu'en juin 2013 et en octobre 2013, j'ai fait 12 à Hawaï. Donc voilà, ça se fait. Ça s'est plutôt bien passé, effectivement. Voilà. C'est marrant parce que c'est assez étonnant finalement de voir un triathlète comme ça qui finalement a beaucoup plus performé en longue distance. Toi, le déclic que tu as eu, j'ai l'impression que ça a été vraiment, comme tu le disais, sur l'Ironman. Qu'est-ce qui fait que justement tu t'es senti beaucoup plus à l'aise sur du long par rapport à du court? Et puis globalement, qu'est-ce qui différencie finalement les triathlètes, on va dire plutôt sur les distances olympiques et ceux de la longue distance d'après toi? Bah déjà, moi, ce qui m'a limité sur le cours, c'est ma natation. J'ai jamais été un nageur. J'ai fait le forcing pour progresser à fond, mais de toute façon, j'étais loin des standards pour être à haut niveau sur la natation. J'ai fait du Grand Prix, de la D2 pendant de longues années. Je me suis bien amusé, hein, mais clairement, il en manquait en natation. Donc déjà, voilà, c'est ça. Et puis, quand je faisais des Grands Prix, de la D2, etc., je faisais vraiment pas beaucoup de vélo dans l'année parce que j'étais plutôt à l'aise. Et ça me suffisait largement pour rester dans les packs, voire même remonter de certains packs. Et ce qui différencie les athlètes du long, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps sur le vélo. Et moi, ça m'a pris 2-3 ans pour vraiment être costaud en vélo, mais j'avais des qualités, je pense, à la base, et en les développant, ça a marché assez fort. Après, c'est difficile à expliquer ce qu'il faut pour être bon sur de l'Ironman. Moi, à la base, quand j'ai été faire mon premier, très franchement, je me suis inscrit en pro parce que vu que je faisais des compètes d'un bon niveau, je gagnais des courses, je me voyais pas partir derrière dans une vague 40 minutes derrière et pas faire la course. Mais quand je me suis retrouvé au départ, je me disais ouais, si je fais dans les 100, ce sera déjà un miracle. Et mon objectif, c'était de faire un beau marathon sans marcher, quoi. Et puis finalement, je me suis rendu compte en le faisant que j'étais très résistant et que ça marchait bien, mais c'est difficile de le savoir avant, je pense. Voilà, moi, ça m'a vraiment révélé. J'ai découvert que j'avais des capacités aussi bien mentales que physiques à endurer les heures comme ça en course. Et c'est difficile de savoir comment on va résister parce que le passage de half à iron, il est vraiment délicat. Il y a pas mal d'athlètes qui sont très performants sur du half et qui passent pas très bien sur iron ou qui mettent 2-3 ans. Et ça, on le sait pas tant qu'on l'a pas fait, quoi. Moi, j'ai aussi des exemples de potes qui ont fait 5-6 iron et ils ont jamais réussi à vraiment faire un abouti puis ils ont arrêté, quoi. Donc, je saurais pas expliquer vraiment. C'est une alchimie particulière, quoi. On passe sur des distances très longues où il faut savoir rester concentré longtemps, savoir ne pas trop en mettre aussi, parce que ceux qui sont trop fougueux, en général, ils le payent un petit peu. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et tu disais que la natation, c'était ton point faible. Est-ce que tu penses avoir beaucoup progressé aujourd'hui là-dessus ? Ah non, j'ai clairement pas progressé par rapport à mes années de courte distance. Quand je faisais du courte distance, je passais la moitié de mon temps d'entraînement dans l'eau. Je passe moins de temps dans l'eau, simplement le fait d'arrêter de bosser, de développer mes capacités physiologiques, j'ai plutôt progressé sur des longues distances en natation. Mais sur un 400 ou sur un 1500 en piscine, j'ai clairement pas progressé, non. J'ai progressé tactiquement aussi, mais... Ouais, tu l'intègres dans ta stratégie de course, il y a des... Ouais, déjà techniquement mettre un petit peu plus de fréquence, prendre les appuis un peu différemment, et puis ma tactique elle est assez simple, c'est faire le premier 400 à fond pour essayer de choper les bons pieds, et puis une fois que je suis dans les pieds, essayer de tenir, voilà. Donc ma stratégie elle est relativement simple, mais il faut apprendre à se relâcher au milieu de course, à pas taper dans l'eau quand on commence à être dans le dur. Il y a plein de choses comme ça que je fais beaucoup mieux maintenant qu'avant, et en ayant gardé sensiblement le même niveau, j'arrive beaucoup mieux à prendre le pack de tête maintenant. Voilà.
Sur la partie carrière, pour avancer un petit peu dans les années, on en avait parlé rapidement. Tu as eu un accident de vélo en 2014 Ouais. qui a finalement été un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, la reprise, la récupération, enfin voilà tout ça. Ouais, bah il y a pas mal de choses à dire, hein. Vous me coupez quand vous en avez marre. En fait, j'ai arrêté de bosser donc en septembre 2013, sans salaire. Et janvier 2014, je suis parti en stage avec des potes pour 15 jours à Lanza. Et premier jour de stage, je me suis fait couper la route par une voiture et voilà, je l'ai prise j'ai eu le temps de tourner un petit peu, je l'ai prise sur le côté et j'ai eu 9 côtes cassées, la clavicule et puis pneumothorax bilatéral pour parler scientifiquement. En gros, c'est les deux poumons qui sont décollés, froissés, et puis il y a des hématocèles, donc c'est des ronds de sang en fait partout dans les poumons. Donc c'était assez grave. J'ai fait 10 jours en soins intensifs. Après, le premier mois, j'avais pas le droit de sortir de chez moi pour pas choper d'infection, pas le droit de retenir ma respiration, surtout pas tousser, bien sûr. Je dois avouer aussi que j'arrivais pas à me lever du lit tout seul, par exemple. C'était ma femme qui m'habillait, qui me faisait tout. Enfin voilà, ça a été un bon accident. Pendant 2 mois, j'ai pas eu le droit de faire de sport. Après, j'ai eu le droit de faire un peu de vélo sur home trainer sans faire monter les pulses pour pas mettre trop de pression dans les poumons. Et puis au bout de 3 mois, j'ai eu la délivrance, quoi. On m'a dit que c'était suffisamment cicatrisé pour que je reprenne à fond. Donc j'ai repris natation, course à pied et vélo dehors au bout de 3 mois. Voilà. Donc ça nous a amené même un peu plus de 3 mois, 17 avril, je m'en souviens bien parce que quand je suis allé voir le chirurgien avec mon scanner, eh ben, j'avais la petite boule au ventre de me dire ah non, s'il me dit encore 1 mois, ça va pas être possible. J'avais faim de sport, on va dire, et il m'a dit reprise sans limitation le 17 avril. Donc après, ça a été une course contre la montre pour essayer de retrouver un bon niveau le plus vite possible. Et je dois avouer qu'à l'époque, je savais même pas si j'allais retrouver un jour les capacités que j'avais avant l'accident, parce que c'était pas ils m'ont pas dit que un jour je retrouverais mon niveau, ils savaient pas. Et puis j'ai fait une saison où j'ai eu pas mal de bol parce que la Fédé a continué à me faire confiance. On avait engagé la procédure pour que j'aie mon détachement en septembre en fait. Ils ont continué à me faire confiance, ils m'ont dit il faut aller aux France pour essayer de te qualifier au monde. J'ai fait 3e aux France, c'était bien vu ce que j'avais vécu mais pas top, c'était en juillet. Et puis finalement fin juillet, j'avais déjà quelques points d'Hawaï l'année d'avant. J'ai pris l'Ironman le plus tard possible dans la saison et avec le plateau le moins relevé possible. Et il s'est trouvé que c'était Bolton en Angleterre fin juillet. Ce jour-là, j'étais ultra en forme. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai gagné la course, donc j'ai gagné mon premier Ironman l'année de mon accident. Et à la base, le chirurgien m'avait dit que reprendre le triathlon en juin, ça allait être un peu tôt. Et 2 juin, j'ai fait un half. Fin juillet, un Iron. Bon, je lui ai pas dit, mais j'ai un peu grillé les étapes. Donc, du coup, ça m'a permis de me qualifier au monde en septembre. C'était en Chine, j'ai fait 3e. Donc, pour moi, la saison, elle était plus que sauvée, hein. Franchement, 3e au monde, j'ai dit, c'est bon. J'ai fait le max de ce que je pouvais faire et je suis allé à Hawaï dans la foulée en me disant, ce coup-ci, c'est du bonus. Maintenant, j'étais sec aussi psychologiquement. J'avais vraiment énormément forcé à l'entraînement. J'avais dit à mon coach en arrivant à Hawaï, franchement, j'en peux plus. Voilà. Je vais juste faire la course et puis essayer de marquer quelques points pour l'année prochaine pour pouvoir y retourner dans de bonnes conditions. Et puis il m'a dit oula, bon ok, alors demain tu fais rien, après-demain un petit truc cool. Enfin, il m'a allégé le programme jusqu'à la course à fond la caisse. Et puis du coup j'ai fait la course de ma vie et j'ai fait 5e. Voilà. Donc ouais, c'était une année extrêmement particulière, on va dire. Voilà. J'ai failli mourir en début d'année et puis j'ai fait une des meilleures courses de ma carrière en octobre. Est-ce que tu penses que justement c'est lié ta réussite sur la fin de saison ou mentalement peut-être que pendant l'effort, sur un effort très long, tu as le temps de mentaliser un petit peu ta course et de te raccrocher à des événements qui t'ont marqué assez récemment? On dit souvent que c'est souvent des événements un peu traumatiques qui te permettent de te dépasser un petit peu. Est-ce que pour toi tu penses que ça a été le cas ou hasard? Alors, là où ça a joué, c'est que après l'accident, je me suis fait mal à l'entraînement comme rarement, parce que déjà, t'as tellement mal dans un accident pareil et après l'accident que finalement la notion de le seuil de douleur, il est un petit peu déplacé, quoi.
t'encaisses plus facilement la douleur de l'entraînement. Et puis j'avais aussi la rage de retrouver un bon niveau. Donc ouais, ça a joué dans l'énergie que j'y ai mis après pour retrouver mon niveau, quoi. Je me suis entraîné comme rarement dans ma carrière. Et après en course, je t'avoue que moi, quand je me suis réveillé sur mon lit d'hôpital à Lanzarote, c'était à Lanzarote l'accident avant que je sois rapatrié en France. J'ai fait 6 jours à l'hôpital là-bas et j'avais des potes qui sont venus me voir. Et j'ai un pote qui était anesthésiste, qui était sur place avec moi en stage. Et je lui dis, ouais, fait chier, j'ai loupé j'étais inscrit à un stage en avril, à un triathlon en mai. Je lui dis, tu crois que je vais pouvoir y aller? Et il m'a regardé, il m'a dit, non, mais je pense que tu te rends pas compte. Là, c'est mort. Pendant au moins 6 mois, ta saison, tu peux l'oublier, quoi. Moi, je me rendais pas trop compte de la gravité du truc non plus, et pour moi, il avait jamais été question d'arrêter le tri. Et je suis assez binaire. Une fois que j'ai pu reprendre le tri, je pensais plus à l'accident, quoi. Donc, je suis pas sûr que ça m'ait tant aidé que ça pendant la course elle-même. Ça m'a plus aidé pendant les entraînements avant, quoi. Voilà. Et t'as réussi à reprendre justement hyper rapidement, parce que 3 mois pour reprendre le sport après un accident comme ça, c'est assez rapide, j'imagine. Peut-être que ton planning était pas aussi rapide initialement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place pour reprendre plus vite, ou est-ce que c'est le fait d'être sportif de haut niveau qui fait qu'aussi la récupération est plus rapide? Ouais, je pense que le fait d'être sportif de haut niveau, d'habituer son corps, finalement, quand on est sportif de haut niveau, on casse de la fibre, on casse des mitochondries, etc. Quotidiennement, et on demande à notre corps de récupérer vite pour réenchaîner un autre entraînement. Alors, je pense que le corps est habitué à resynthétiser plus vite. Et moi, j'ai cicatrisé assez vite, effectivement. Pareil, il m'avait dit que ma cage thoracique mettrait 1 an à reprendre sa taille normale. Et très sincèrement, je pense que ça a été beaucoup plus vite que ça, parce que même le scanner qu'il a pris au bout de 3 mois, il m'a dit j'ai jamais vu une cicatrisation aussi rapide. Donc le fait d'être sportif de haut niveau, je pense que ça aide. Après, ce qui a joué aussi, c'est que c'était la première année où j'arrêtais de travailler. Donc je suis passé d'aller au bahut, m'entraîner après, avant, etc., à 100% triathlon toute la journée. Et quand il m'a donné le feu vert pour m'entraîner, j'ai fait 2 semaines à 25 heures d'entraînement. Alors qu'à la base, j'avais le médecin de l'équipe de France qui m'avait fait une ordonnance pour pouvoir aller à Cap-Breton faire de la rééducation. Sauf que après 3 mois, j'ai dit la rééduque, ce sera de la nade, du vélo et de la course à pied. Et j'ai un peu bourriné, quoi. Et donc après ces 2 semaines-là, je suis parti 2 semaines en stage en Espagne et j'ai fait 32-33 heures par semaine. Donc mon premier mois était assez costaud, on va dire. Pas du tout médicalement censé, mais en tout cas, j'y suis allé à fond, quoi. T'as repris fort, effectivement. Et du coup, je pense à ça, t'as pas eu d'appréhension sur le vélo, justement, suite à l'accident? Il n'y a pas de moment où tu te disais, oula, je ferais peut-être mieux de mettre un peu les mains sur les freins pour anticiper? Si, non, très clairement. Très clairement, si, à l'entraînement, même maintenant. Je vois une voiture qui arrive à droite, je me dis toujours qu'elle va passer et que je peux la prendre, quoi. Donc je suis assez crispé, et, j'anticipe beaucoup plus qu'avant, et ça, je pense que ça restera toute ma vie, parce que au moment où j'ai eu l'accident, c'est une situation qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire la voiture arrive de la droite, tu te dis elle va s'arrêter, puis elle s'arrête pas. Donc ouais, ça joue maintenant dans ma manière de rouler, sauf en course. En course, voilà. Ah, tu sais que c'est fermé, donc. Voilà, c'est ça. Tu parlais d'Hawaï tout à l'heure, donc où tu as fait 5e. Si je dis pas de bêtises, c'est la meilleure place pour un Français justement sur Hawaï. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta course, les meilleurs moments, comment tu l'as un peu géré sur les 3 épreuves? Ouais, alors c'est pareil, hein, c'est toute une aventure en Ironman, et celui-là particulièrement. En fait, en natation, ça s'est pas trop mal passé. Les années d'avant, j'arrivais rarement à prendre un bon groupe en natte. Je sortais avec 5 ou 10 personnes, des fois même que 2, mais rarement bien. Et là, il se trouve que je suis sorti avec un groupe, on était une vingtaine, je dirais. Et dedans, il y avait le gars qui avait fait 2 ans avant. Il y avait Kinle, il y avait Marino Vanhoenacker, que je vois absolument jamais en natation d'habitude. Donc déjà, c'est bien parti. Et avec l'année que j'avais passée, je me suis dit, ben là, voilà, tu lâches les chevaux, tu laisses aller et tu verras bien ce qui se passe. Donc j'ai fait 40 km avec ce groupe-là, à distance bien sûr, mais sans trop réfléchir. Au bout de 50 bornes, je me suis dit, bon, si je continue comme ça, je vais exploser. On est revenu à 1 minute 40 de la tête, donc vu que c'est des longues lignes droites à Hawaï,
je voyais la voiture ouvreuse, c'est pareil, ça m'était jamais arrivé de ma vie, donc j'étais dans l'euphorie en fait, tu vois. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe quoi, c'est pas possible. Je suis presque en tête, pas en tête, mais je vois la voiture ouvreuse. Pour moi, c'était comme un gosse à Noël, quoi. Et donc, j'ai pas trop regardé les watts. Je me suis dit, bah voilà, jusqu'au demi-tour, tu réfléchis pas trop. Et au demi-tour, j'ai regardé mon compteur. J'avais, en gros, mon record de watts sur Alf. Je l'ai fait sur la première moitié de l'Ironman, quoi. Et après, ben voilà, le retour a été pas facile, on va dire. Les watts ont baissé, bien sûr, mais finalement, j'ai pas tant craqué que ça. Et du coup, j'ai fait un vraiment bon vélo. Et Sur le vélo, il y a combien de dénivelé à Hawaï? oui, je sais pas, il y a 800 mètres, un truc comme ça. Il y en a pas tant que ça en fait, mais c'est des longs faux plats montants, longs faux plats descendants. Et c'est marrant, Et, juste que tu parles de watts. Du coup, à chaque fois dans tes Ironman, tu te dis ma moyenne de watts c'est à peu près ça, donc je reste plus ou moins dans la fourchette de watts là où je sais que je suis pas dans le rouge, où je me sens bien, etc. C'est ça que tu vises à chaque fois? C'est-à-dire que je reste dans une fourchette assez large, mais il y a quand même un moment donné, si tu es au-dessus, tu sais que tu vas dans le mur. C'est-à-dire que tu peux pas rester exactement tout le temps dans la fourchette si tu suis des autres personnes parce qu'il y a des tactiques, des attaques, des ceci, cela. Mais quand même, ta moyenne de watts, c'est un indicateur. Si t'es vraiment trop haut, sur Ironman, ça passe extrêmement rarement. Bon, il se trouve que ce jour-là, c'est passé, mais je pense que sur 10 fois où j'ai essayé, c'est passé une fois ou deux, quoi. Voilà. Et puis, c'est pour ça que les watts, c'est important. Je suppose que c'est risqué pour le marathon derrière aussi, si tu vas un peu trop fort sur le vélo, Ouais, bah c'est ça, complètement. Il y a toute une notion de gestion et il faut être le plus régulier possible et mettre le moins d'à-coups possible, tout en essayant de suivre la tactique de course. C'est tout un calcul. On n'arrête pas de réfléchir. On se dirait, on est en questionnement permanent sur un Ironman, voilà. Et puis donc, j'ai posé le vélo 15e, ce qui pour moi était beaucoup mieux que les autres années, parce qu'à chaque fois, tous les ans, quand j'ai fait des bonnes places à Hawaï, j'ai fait une bonne remontée à pied. Par exemple, la première année, j'ai fini 15e, mais j'avais posé le vélo 34 ou 35e. Donc, 15e pour moi, c'était bien. Et puis à pied, j'ai commencé à remonter des places. Et puis, je sais pas moi, au 30e kilomètre, j'ai réussi à remonter jusqu'à la 5e place. Je savais très bien que la meilleure place jusqu'à présent, c'était 6e. Donc là, une fois que j'étais 5e, je me suis accroché vraiment fort. D'ailleurs, tu m'avais demandé si j'avais des anecdotes de course. J'en ai une que j'ai retrouvée qui est vraiment pas mal. À 5 km de la fin de la course, j'étais vraiment dans le dur et en fait, on s'est retrouvé avec celui qui a fait 4, celui qui a fait 6. On est resté entre 20 et 40 secondes d'écart du 25e au 42e kilomètre à pied. C'est-à-dire que celui qui a fini 4, il est resté entre 20 et 40 secondes devant moi tout le temps. Et celui qui a fini 6, il est resté entre 20 et 40 secondes derrière moi tout le long. Et dans les 5 derniers, je commence à vraiment être dans le dur parce que j'ai bien donné. Et je me disais, il est pas loin. Je me retournais pas trop pour pas lui donner d'espoir. Et je savais pas trop où il était. Et il y a un Français qui était sur le vélo, un amateur, qui finissait son vélo. Il passe, il dit, ouais, Cyril, allez, Cyril, c'est super ce que tu fais. Et puis il ralentit parce qu'on est sur la Queen Key et les coureurs ils courent à gauche et les vélos ils sont à droite. Et il me dit, t'es combien? Je lui dis, bah je suis 5e. Il me dit, c'est génial. Enfin bref, il m'encourage et je lui dis, le gars derrière, il est où? Il regarde et il me dit, bah il est à 100 mètres. Bon, 100 mètres, je me dis, il reste 5 bornes, 100 mètres, ça craint quoi. Et donc le gars continue. 300 mètres plus loin, je le vois arrêter au bord de la route. Il me dit, bon allez, je te prends un écart. Donc le gars, il était dans sa course, il s'est arrêté, il a mis sa montre en route, il m'a pris un chrono. Il revient vers moi, il me dit, t'as 25 secondes. Donc là, dans la tête, 25 secondes, je me dis, bon, voilà, il n'y a pas le choix, je peux pas finir 6e, c'est pas possible, quoi. J'ai pas fait tout ça pour finir 6e. Donc je fais 2 bornes avec tout ce qui me reste et on verra, quoi. Donc je commence à envoyer sévère. 2 bornes plus loin, je revois le même gars arrêté au bord de la route. Il me dit, allez, je te prends un 2e écart, quoi. Donc il me prend l'écart et il revient vers moi, il me dit, ce coup-ci, t'as 40 secondes. Alors là, dans la tête, c'est une vraie délivrance et je pense que, voilà, ce gars-là, il m'a sauvé ma fin de course parce que je me suis dit, c'est bon, il est en train de lâcher je vais la garder, ma 5e place, et ça a été une vraie bouffée d'oxygène. Puis après, il est repassé vers moi, il me dit, bon,
ce coup-ci j'y vais parce que moi j'ai quand même encore le marathon à faire, donc bonne chance pour la suite. Et voilà, et le gars il est parti. Et franchement, je le remercie parce que c'était vraiment top, quoi. Ça m'a sauvé la fin de course. Tu l'as recroisé après? Je l'ai recroisé, mais en fait, il était en trifonction avec le casque de chrono et la visière. Je le recroiserai là en ville, je saurais pas qui c'est. Donc, je lance un appel, qui m'envoie un message et je lui envoie un cadeau s'il arrive à m'envoyer un message sur Facebook. Faut lui offrir une petite bière, quoi, quand même. Ah bah, minimum, une bière, c'est même pas assez, parce que là, franchement, c'était top. Et du coup, il y a personne qui te donne les écarts normalement sur une course comme ça? Il y a pas un coach, Bah en fait non, jusqu'à présent moi je me débrouillais tout seul, si tu veux. Le triathlon c'est un petit sport, donc tu voyages pas avec ton coach jusqu'à Hawaï, quoi. En plus le mien il était prof, donc il travaillait à cette époque, enfin il travaillait en octobre tout le temps, donc il est jamais venu avec moi à Hawaï. Et cette année-là j'étais avec des potes, on logeait tous ensemble mais on faisait tous la course. Donc en plus de ça, sur le marathon à Hawaï, les spectateurs ils peuvent accéder jusqu'à une certaine zone, mais après t'as plus le droit d'accéder. Il y a que les motards officiels des médias qui peuvent passer. Donc non, il y a un moment où t'es tout seul, quoi. Voilà. Mais tout à l'heure, tu parlais de gestion des attaques des autres personnes pendant l'épreuve. Du coup, s'il n'y a pas vraiment de temps entre les concurrents, qu'en vélo, tu roules isolé parce qu'il n'y a pas de drafting, etc., comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Comment est-ce que tu te rends compte et comment tu le gères, du coup? T'as aucune donnée. Bah, ça dépend. Il y a des courses où j'ai des proches qui sont là, qui me donnent des données, voire qui me donnent énormément de données. Et puis il y a d'autres courses où ben tu te débrouilles un petit peu tout seul, en fonction des demi-tours. Tu mets ton chrono quand tu sais qu'il y a un demi-tour et que tu vas croiser les autres. À Hawaï, visuellement, tu as une longue ligne droite, donc tu vois à peu près où sont les autres. Voilà, tu te débrouilles, quoi. Voilà, c'est pas si simple. Ou quand tu as des autres qui ont des coachs, t'écoutes ce qu'ils racontent. Voilà. Mais bon. Puis quand vous vous croisez, tu essayes de voir un peu s'il est dans le dur ou pas, l'autre mec. Ouais, on essaye, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Sauf bon, à Hawaï, bien sûr, il y a des explosions de dingue. Donc, quand tu croises un mec qui est au ralenti et qui a une foulée assez dégueulasse, tu te dis ouais, lui, je vais le reprendre. Mais après, c'est dur visuellement de se dire lui, il avance pas. Voilà. Et du coup aussi sur le vélo, tu disais que tu te fiais au watt. Sur le marathon, pareil, tu as une allure en tête et en fonction des faits de course, des mecs que tu peux rattraper ou ton état de forme, tu vas passer sur une allure supérieure, mais de manière maîtrisée. Ouais, voilà, tu regardes ça? Ouais, mais beaucoup moins sur le marathon parce que j'ai déjà essayé. Il y a une fois ou deux où j'ai réussi à m'adapter à la tactique des autres et à vivre le truc vraiment à fond. Mais globalement, moi, ce qui m'a plutôt réussi, c'est de partir sur mon allure. Mais l'allure, elle est déterminée aussi par les sensations. C'est-à-dire que tu poses le vélo, t'as beau te dire il faut que je parte en 3,50, si t'as des poteaux à la place des cuisses, bah, tu pars en 4,10 et puis t'espères que ça va revenir, quoi. Et en fait, j'ai une fourchette, voilà, entre 3,50 et 4 à peu près. Et si je suis vraiment bien, je pars plutôt en 3,50. Si je suis mal, je pars un peu plus lent. Des fois, ça revient, des fois, ça revient pas. Donc, la tactique, elle se fait aussi en fonction de ce qui se passe pendant la course, quoi. Ouais. Voilà. Moi aussi, si je suis pas bien, je pars en 4 ou 4,10 max, quoi. Et comment tu gères justement ce phénomène où tu dis t'as les jambes qui reviennent? Comment des fois t'as des poteaux et tu te dis je suis en 4 mais il faut que j'arrive à accélérer. Le marathon c'est long, comment t'arrives à justement te remettre un peu dedans et dire ok ça va revenir et je continue, ou cette gestion de la course? Ben, il y a l'expérience qui joue beaucoup aussi parce que on me l'avait. De toute façon, j'ai un pote qui a déjà fait 6 Sarrotes, Damien Favre-Félix, qui avait une grosse expérience. Sur mon premier Iron, il m'avait dit t'inquiète pas, il y a des moments où tu vas être pas bien, ça finit toujours par revenir, donc il faut pas s'inquiéter. Et c'est vrai que sur le long, c'est pas très linéaire. Il y a des moments où on commence à être un peu dans le dur, après ça revient, ça repart. C'est pas une baisse de forme progressive ou au contraire une forme qui est stagnante. On passe par des phases différentes et le fait d'en avoir fait quelques-uns, on sait que ça finit par revenir parfois, etc. Donc on faut pas se décourager. Et puis les retournements de situation en course, il y en a beaucoup sur le long. T'as des mecs qui vont être super forts pendant 25 bornes, commencent à baisser et dans les 10 derniers ils marchent et tu leur reprends 10 minutes. Donc il faut jamais se décourager et c'est là que le mental ça joue énormément sur le long. Faut apprendre à être fort jusqu'au bout et à se dire que tout peut se passer jusqu'au bout. Voilà. Et du coup, ton résultat finalement à Hawaï, donc 5e en combien de temps? 8h22 et je sais plus combien. Voilà. Donc c'est ton meilleur temps
sur Ironman ou t'as fait moins? Non, j'ai fait 7,59 sur un parcours plus favorable, mais c'est le meilleur temps d'un Français à Hawaï en fait. Voilà. On n'est pas très costaud pour l'instant en France, mais bon, ça va descendre dans les années à venir parce que les chronos sont de plus en plus rapides là-bas. Il y a de moins en moins de vent, j'ai l'impression aussi par rapport aux années où j'y allais en 2012 par exemple. Et du coup, les chronos sont de plus en plus rapides. Par exemple, l'an dernier, j'ai fait une place qui était moins bonne, mais j'ai fait mon deuxième meilleur chrono à Hawaï. Donc voilà, les chronos sont de plus en plus rapides et je pense que ça va finir par descendre en dessous des 8h20 pour un Français sans problème. Et tu y retournes cette année ou? Cette année, il n'y a pas. Voilà, ça a été annulé. Donc ils ont reporté à février. J'irai pas en février, c'est sûr. Et après, il y a octobre 2021. J'avais dit que l'an dernier c'était mon dernier, donc pour l'instant c'est pas prévu, mais jamais dire jamais. Voilà, on verra. Et est-ce que tu sais justement pourquoi est-ce que sur Hawaï il y a moins de résultats, il n'y a pas de Français qui l'ont encore gagné alors que sur les championnats du monde tu l'as déjà été en 2015 et justement il y a plus de succès des Français et sur la compétition Ironman il y a moins de réussite aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie principalement ces deux courses? Déjà, il y a une grosse différence, c'est les distances. Les mondes, jusqu'à présent, c'était 4 km en nade, 120 en vélo et 30 à pied. Maintenant, c'est 320-30, le standard, on va dire. Alors qu'Ironman, c'est quand même déjà beaucoup plus long. Donc, ça correspond pas forcément aux mêmes qualités, déjà. Par exemple, un Sylvain Sudric qui a été très, très, très fort sur Alpha et sur les distances des championnats du monde. Il a jamais vraiment réussi à faire sur Ironman ce qu'il reproduisait sur Alpha, par exemple. Donc, il y a une notion de qualité propre à la distance, si tu veux. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est que la Fédé soutient beaucoup les athlètes qui font les championnats du monde longue distance parce que c'est la distance officielle qui te permet d'être sur liste de haut niveau. C'est le championnat du monde ITU de la Fédération internationale, alors qu'Ironman, c'est une marque privée. Donc, si tu veux être performant à Hawaï, tu te débrouilles tout seul, en gros. Donc, forcément, au niveau français, tu te débrouilles un peu tout seul, tu vas chercher tes sponsors tout seul, faut te faire ton budget tout seul, alors que si tu as la chance comme moi d'être détaché au niveau de ton job, les championnats du monde, c'est plus intéressant si tu veux. Donc je pense que il y a ce phénomène-là aussi. Forcément, ça attire moins quand on te dit que tu vas galérer pendant 4-5 ans pour arriver à bien vivre du triathlon avant de pouvoir commencer à faire des grosses perfs à Hawaï. Je pense qu'en France, ça joue énormément sur le fait qu'on n'ait pas beaucoup de Français pour le moment ultra performants à Hawaï. Et puis, il y a aussi le fait que c'est une course très particulière, dans la chaleur, avec du vent, très monotone, des grandes lignes droites, etc. Et du coup, moi, ça m'a bien correspondu. Je sais pas trop pourquoi, mais ça correspond pas à tout le monde non plus, quoi. Mais je pense que ça va venir parce que le long se développe beaucoup, ça attire de plus en plus les jeunes qui passent pas forcément par la case courte distance. Avant, tu faisais du long quand tu étais vieux et que tu n'avais pas réussi à faire tout ce que tu voulais sur du court, alors que maintenant, tu fais du long parce que tu aimes ça et que tu as envie de tout donner sur le long directement. Donc, c'est une vraie différence et on a de plus en plus de Français costauds, donc je doute pas que ça va arriver. Et du coup, aussi, l'Ironman, vu que c'est privé, on a l'impression que c'est une grosse marque et aussi c'est quand même beaucoup plus médiatisé. Il y a beaucoup plus d'argent sur Ironman que dans les championnats du monde classiques, non? Alors, beaucoup plus d'argent, c'est plus ou moins vrai. Il y a beaucoup plus d'argent si tu es dans les 5 premiers. Voilà, simplement, 5 premiers, ça reste une marche assez compliquée à atteindre. Par contre, il y a beaucoup plus de sponsors grâce à Ironman. C'est-à-dire que si tu es champion du monde, ça peut t'apporter des partenaires, mais ça t'en apportera moins que si tu fais un top 10 à Hawaï, très clairement. Moi, quand j'étais chez Scott, par exemple, les mondes, ils me disaient ouais, c'est bien, fais les mondes si tu veux, mais eux, ce qui les intéressait, c'était Hawaï, point. Donc, il y a beaucoup de marques qui réfléchissent que par rapport à Hawaï. Donc, si tu veux vivre du triathlon correctement sans avoir un détachement au niveau de ton boulot, faut passer par la case Hawaï. Il y a beaucoup plus d'argent à tirer du fait d'être bon à Hawaï. Mais en direct comme ça sur les primes de course, faut vraiment taper les grosses places pour faire des bonnes primes. Ouais, le reste, à part dans les caisses d'Ironman.
Ouais. Enfin, pas trop l'argent des pros, mais l'argent des amateurs un petit peu, ouais. Et toi aujourd'hui sur les sponsors, etc., il y a des marques qui t'accompagnent ou c'est surtout tu vis des dotations sur les courses surtout? Non, je vis surtout des marques qui m'accompagnent. J'ai des boîtes privées comme Xefi, qui est une grosse boîte d'informatique qui me suit énormément. Le patron est triathlète, ça aide, et il est très sensible au triathlon. Et puis après, j'ai des marques de sport, Oka, Ekoi, DT Suisse, Gram Bike, Selfish, etc. Enfin, tous mes partenaires, en fait, les gros partenaires apportent du financier en plus de me donner du matériel, et voilà, c'est tout un ensemble comme ça. Et finalement, non, les primes de course peuvent représenter pas mal dans la saison quand c'est des grosses saisons, mais sinon, je vis plus de ce que me donnent les partenaires que des primes de course. Ouais, surtout une année un peu exceptionnelle comme cette année où il n'y a pas beaucoup de courses, beaucoup ont été annulées. Et effectivement, il y a moins d'opportunités aussi d'aller chercher des dotations, j'imagine. Ouais, cette année, c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires solides, fidèles, qui me suivent, même si la saison a été compliquée. Mais celui qui a pas de contrat financier comme moi il y a quelques années, où c'est que des primes de course, parce que voilà, ça marche comme ça. Au début, quand t'es pas trop mauvais, on te donne du matériel. Quand tu deviens un peu meilleur, on te fait un contrat avec beaucoup de primes de course. Et puis, quand tu deviens vraiment bon, on te donne du financier directement. Donc, quand tu es un peu en train de faire tes preuves, que tu vis beaucoup des primes de course, cette année, c'est difficile. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des triathlètes amateurs comme nous qui prépareraient un distance? En espérant que Nice soit maintenu, c'est vrai que ça peut nous être utile aussi. Pour gagner les courses, faut préciser. Pour gagner, ouais. Nous on veut gagner, c'est tout. C'est un très vaste sujet, parce que là, des conseils, on peut en donner sur l'entraînement, sur la manière d'aborder la course, sur quoi faire les semaines avant, sur gestion du matériel. Faut qu'on fasse un épisode dédié, quoi. Hein. Attends, j'ai pas entendu. Faut qu'on fasse un épisode dédié, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. On peut vraiment faire un épisode dédié. Après, le meilleur conseil, franchement, c'est d'avoir confiance en soi. C'est la base de la réussite sur Ironman, quoi qu'il arrive. Si on broie du noir toute la course, on n'y arrivera pas. Donc voilà, faut savoir pourquoi on y va. Faut y aller relativement préparé correctement, mais même si on est préparé moyen, faut essayer d'y aller en se disant que c'est possible et qu'on va le faire, quoi. Pour moi, c'est la clé de la réussite. Si j'ai un seul conseil à donner, c'est ça. Faut croire en soi et positiver tout le long de la course, même quand ça devient difficile. Sinon, c'est encore plus compliqué. Donc pas besoin de s'entraîner, c'est juste la confiance, quoi. S'il y en avait qu'à retenir, ce serait celui-là. Le deuxième, ce serait faut s'entraîner. Justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une semaine d'un triathlète professionnel? C'est quoi en termes de volume, en termes de répartition? C'est quoi tes petits conseils, justement? Enfin, comment toi tu bosses la semaine? Ouais, alors je peux parler pour moi, mais d'un triathlète pro à l'autre, c'est très différent. Il y en a qui font énormément de volume et pas forcément beaucoup d'intensité, d'autres l'inverse. Pour moi, en général, il y a du rythme, il y a beaucoup de rythme dans ce que me propose mon coach. Et c'est entre 25 et 30 heures d'entraînement à peu près à la maison. On va dire 5 séances de natation, je sais pas moi, 400 bornes de vélo et puis 80 à pied. Mais en fait, une semaine type, ça n'existe pas vraiment chez moi. Les semaines, elles sont programmées en fonction des compétitions, des déplacements, des stages, etc. Donc, ce que je te donne, c'est une moyenne, mais franchement, ça peut être 250, 50 à pied et puis 10 en nat, et puis ça peut être 40 heures dans la semaine en stage. Donc, il n'y a pas vraiment de semaine type, quoi. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en stage, par contre, c'est 700 bornes de vélo, 100 bornes à pied et 25 bornes de nat chaque semaine pendant 2 semaines, par exemple. Voilà. Avec SV2, VMA, PMA, en plus du rythme là-dedans, quoi. Voilà. Ça, c'est des stages qui sont organisés avec la Fédé ou c'est toi qui les fais directement avec ton coach ou... Non, c'est moi qui l'ai fait avec mon coach et les potes, si possible. Après, j'ai beaucoup de stages avec la Fédé aussi en paratriathlon. Mais en paratriathlon, vu qu'on prépare des sprints, la prépa est complètement différente. C'est beaucoup moins volumineux que ce que je ferais moi quand je pars en stage.
plus d'intensité, plus de natation. Et après, moi, je rajoute un peu de vélo, un peu de course à pied pour arriver à quelque chose qui correspond aussi à ce que je fais en dehors du paratriathlon. Mais les stages fédés sont beaucoup plus intensifs et moins volumineux que ce que je fais moi. On reviendra un petit peu après sur la partie paratriathlon, mais est-ce que tu penses que cet entraînement pour des épreuves sprint, ça te sert aussi pour ta prépa à toi globale sur du longue distance ? Ouais, bah moi de toute façon dans l'année, quelle que soit l'année, j'ai toujours fait des S, des M en plus de mes courses perso. J'aime ça, j'en fais régulièrement. Je fais même des run and bike l'hiver. Ça m'est arrivé de faire des crosses, des courses vélo. Donc je touche à toutes les distances quoi qu'il arrive. Donc je pense que ça me sert. Et là, c'est vrai que je me suis lancé dans le para. Je venais de vivre 2 années assez compliquées sur le long. Et ça m'a plutôt relancé finalement de repartir sur du court, de me remotiver à faire plus de natation, plus de SV2 en vélo, en course à pied, etc. Ça sert pour du long, je pense très clairement. Ouais. SV2 pour les gens qui sont pas spécialistes. Ouais, pardon, je parle en fait, quand tu fais un test en labo, par exemple sur vélo, tu as seuil ventilatoire 1, qui est le seuil d'adaptation ventilatoire, et SV2, seuil de ventilatoire 2. Seuil de désadaptation ventilatoire. En gros, on parle de ces seuils-là pour définir des allures de travail. Au-delà de la SV2, pour schématiser un peu, on va dire que tu es dans l'accumulation des lactates, donc tu passes en anaérobie lactique, on va dire. Donc le SV2, dans les sports en aéro comme nous, c'est un seuil qui est assez important et qu'on travaille pas mal. Voilà. On va dire que ça correspond à 80 à 85% de ta VMA. VMA, vitesse maximale aérobie, ça vous parle ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, c'est des séances qui font mal, quoi. Clairement, c'est des séances qui font mal, mais qui font bien progresser. Mais il en faut, même pour du long. Et est-ce que tu peux nous donner un peu tes séances préférées, tes séances un peu clés par sport ? Si tu devais en donner quelques-unes, c'est lesquelles ? Séances préférées, alors séances préférées, séances clés, c'est 2 choses différentes. Moi, mes séances préférées en vélo, très clairement, c'est quand on se dit avec les potes, on va se faire, 6 heures de bike dans un coin que je connais pas trop et on prend des chemins que je connais pas, on se fait une bonne balade, une pause boulange au milieu, voilà. Ça, typiquement, c'est vraiment ce que je préfère quand il fait beau, bien sûr. Et après, séance clé, ce serait plutôt pour faire de l'iron, une séance de 5 heures de bike avec les 2 dernières heures avec tout ce que t'as, quoi. Voilà. Ça fait bien progresser, ça fait mal, mais c'est pas forcément les séances que je préfère. Tu vois, il y a une différence. Et puis à pied, ça m'est arrivé par exemple séance clé de prépa Iron, de faire 5 fois 4 bornes à 3,45 au 1000, une borne à 4,15 entre guillemets récup. Donc ça te fait un bloc de 25 bornes qui fait bien mal, mais qui est assez efficace pour être bon sur un marathon, avec déjà un petit peu de fatigue avant, voilà. C'est du fractionné long, du coup, sur ce type de séance. Ouais, fractionné long. Alors il en faut quand tu prépares un marathon, mais j'irai pas te dire que c'est ma séance préférée non plus. C'est ma séance préférée quand elle est bien passée et que j'ai fait des bons chronos, mais bon, tu finis dans un sale état en général quand même. Pourtant, c'est la préférée d'Olivier. Moi, j'adore. Fractionné long, c'est ma grande passion. Et sur la natation, t'as une séance préférée? Natation, mes séances préférées, c'est dur parce que la nat, c'est quand même pas la discipline que je préfère. Mais globalement, quand même, je préfère je préfère faire un 8x400 quand je me sens bien en forme que faire un 8x50 à bloc, quoi. C'est moins mon truc. Mais après, c'est séance préférée en nat, c'est séance récup. Voilà. Ouais. Et tu fais beaucoup d'éducatifs sur de la natation ? Ou peut-être moins qu'avant parce que... Ouais, j'en fais, mais de moins en moins, je t'avoue, parce que c'est vrai que ça fait quand même un sacré paquet de temps que je travaille la natation. J'ai énormément travaillé la technique pour essayer de progresser à fond pendant des années. Maintenant, je modifierai plus ma technique à 200%, donc je fais moins d'éducatifs qu'avant. Ouais, donc tu as fait le deuil de la progression en nat ? C'est pas, non, très franchement, il m'arrive jamais de rentrer dans l'eau et de pas réfléchir en nageant. Pas réfléchir à comment je rentre ma main, comment je place ma respiration. Voilà, quand t'es non-nageur, t'as pas le choix. Toutes les séances de nat sont basées sur la technique, malgré tout, t'y penses, même quand tu fais une série. Maintenant, faut être réaliste, c'est plus à mon âge
je passerai un palier de dingue, à moins de remettre des bornes et des bornes en natte, mais c'est pas forcément prévu au programme. Donc, Ouais, voilà. et puis remodifier toute la technique, c'est pas forcément facile, effectivement, quand t'as des habitudes. Donc. Et même si on est dans une année un petit peu particulière, est-ce que tu as des objectifs malgré tout pour ces 12 prochains mois? Et si oui, évidemment, je suppose que oui, c'est quoi tes ambitions sur les courses que tu as prévu de faire? Alors déjà, cette année, j'ai vraiment retrouvé un vraiment bon niveau, je pense, dans les 3 disciplines. Les stages qu'on a fait en début de saison avec d'autres pros m'ont rappelé qu'il restait encore des belles choses à faire. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir courir. Mais du coup, je suis quand même très motivé pour la fin de saison et la saison à venir. Et donc les objectifs, ce sera en priorité en paratriathlon de nous qualifier aux JO paralympiques avec Thibaut Rigaudot et d'essayer d'être performant là-bas. Et puis après, du coup, il y a des objectifs en septembre, octobre en paratriathlon qui sont encore un petit peu flous, mis à part le championnat de France de paratriathlon début septembre. Et puis moi, après, mon objectif, c'est de faire le plus de courses possibles réussies en les plaçant de façon intelligente par rapport au paratriathlon. Voilà, sur Alpha et sur Iron. Après, avec les reports, là, on peut courir tous les week-ends jusqu'en janvier sur le circuit Iron. Donc, j'attends de voir un peu comment je vais organiser ça, mais il y aura des courses, quoi. Et comment tu choisis les courses, du coup? C'est par rapport au nombre de points que ça peut rapporter pour des qualifs, c'est ça? Alors moi, clairement, non. J'ai fini avec ces calculs-là. Sur le long, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Donc là, comment j'ai choisi mes courses? L'an dernier, je suis allé à Taïwan parce que j'étais jamais allé là-bas. Il y a 2 ans, je suis allé au Pérou parce que j'étais jamais allé en Amérique latine. Là, j'avais programmé un Alf avec Arnaud Guillou à Oceanside en Californie. Alors très clairement, stratégiquement, c'est très très relevé. Donc c'était pas une bonne stratégie, mais c'est une région cool. On n'était jamais allé là-bas ensemble, donc on avait envie d'y aller. Tu vois. Donc je choisis mes courses plutôt en fonction de où ça se passe, si la famille peut venir, si je peux visiter un peu, voilà. Je me fais plaisir, quoi. Voilà. Et ça n'empêche pas de faire des bons résultats. Donc au final, quand on se prend pas trop la tête, des fois ça marche. Ouais, c'est finalement une bonne stratégie d'y aller aussi, même si c'est un peu relevé, d'être en détente et puis de profiter. Très franchement, maintenant, la densité est de plus en plus folle, donc c'est difficile de réfléchir en termes de start list maintenant parce que tu as toujours des costauds qui viennent. Donc bah, je me dis, bah, on verra. Voilà. J'ai envie d'aller là-bas, j'y vais. Point. On va rentrer plus sur la partie effectivement sur le fait que tu accompagnes des athlètes paratriathlon. Comment est-ce que tu en es venu à cette partie? Comment est-ce que tu t'es dit, à quel moment de ta carrière tu te dis bah, je décide d'accompagner quelqu'un et de partager l'épreuve et les difficultés d'une course avec lui? Alors à la base il y a des membres de la Fédé qui m'en avaient déjà parlé. J'avais dit que c'était encore un peu tôt pour moi, même tu vois l'an dernier en début d'année. Et puis finalement, j'ai loupé les monts de longue distance. J'ai loupé un Iron encore derrière et du coup, la Fédé m'avait demandé avant que je loupe mon Iron si je voulais dépanner sur une course de paratriathlon qui avait lieu à une demi-heure de chez moi. Donc vu qu'ils me soutiennent depuis très très longtemps, je m'étais dit bah allez. Moi, il n'y a pas de problème, je dépanne, sans trop réfléchir d'ailleurs, parce que j'avais pas calculé que bon, ça se passait en tandem et que ça allait pas être simple. Et finalement, avant la course, ils m'ont fait comprendre que ce serait bien que je continue. Et puis moi, j'ai bien accroché. Et c'était le bon moment pour aussi partir sur autre chose, retrouver d'autres sensations. Il y a tout un apprentissage finalement technique à faire. Le tandem, c'est très particulier. Les transitions en tandem, c'est encore plus particulier. Donc, il y avait tout plein de choses à réapprendre. Et moi, j'avais une petite baisse de motivation, une petite lassitude. Donc, ça arrivait vraiment au bon moment. Et voilà, c'était une combinaison de tout ça qui a fait que finalement, ça se fait assez vite. Après la course que j'ai fait à Besançon, j'ai dit, bah allez, on y va, je me lance. Et donc... ceux qui sont responsables du paratriathlon m'ont dit bah allez, dans 15 jours, il y a une course non, peut-être plus 3 semaines, il y a une course au Canada, tu pars avec Thibaut, je le connaissais pas, on n'avait jamais roulé ensemble. Et j'ai dit bon bah ok, c'est parti. Et c'était la semaine avant un Ironman en plus.
celui qui m'a qualifié à Hawaï l'an dernier. Et je dis ouais, allez, ok. Je suis allé 3 jours à Paris chez lui pour quand même qu'on apprenne à faire du tandem ensemble. Et puis après, on est parti faire une Coupe du Monde au Canada. Voilà. Donc c'est un peu comme la carrière en longue distance. Il n'y a pas eu de round d'observation, quoi. Ça a été fulgurant tout de suite. Voilà. Ah, ça doit pas être évident d'arriver sur une course et de devoir guider quelqu'un alors que toi tu sais pas encore comment ça va se passer, j'imagine. Sur la natation, ça doit pas être évident de nager avec quelqu'un qui est accroché et de réussir à le guider parce que vous pouvez pas vraiment communiquer en plus. Ouais. En fait, la première course, je l'ai faite avec Arnaud Grandjean, que vous avez eu en podcast, je crois. Et je pense que Arnaud a été vraiment très bien parce que lui, il était serein. Il était calme, il m'expliquait très tranquillement les choses. Il voit un petit peu suffisamment en tout cas pour que j'ai pas été en galère pendant cette course-là, on va dire. Et puis sur le tandem, franchement, il était impressionnant parce que moi, à chaque virage, je pensais qu'on allait aller dans le fossé. Quand il s'agissait de lâcher le guidon, très franchement, je me demandais comment j'allais faire pour me mettre sur les prolongateurs. Mais lui, il me faisait confiance à 100% et à aucun moment il a montré de la peur ou de l'appréhension ou quoi que ce soit. Donc il m'a vraiment mis en confiance et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais ouais, on peut le dire maintenant, la première c'était quand même un sacré challenge. Voilà. Et justement, la première course avec Thibaut, lui, il avait déjà fait du paratriathlon aussi ou c'était Ouais, il était à Besançon avec un autre guide en fait. Donc on s'est croisés là, mais voilà, on n'était pas ensemble. Donc lui avait déjà fait des courses, ouais. Et c'est pareil, hein, finalement. Il a été relativement à l'aise assez vite. Bon, je t'avoue que avec Arnaud, on a fait du tandem à Besançon, donc et encore, c'était pas Besançon centre, c'était dans la Cambrousse, donc ça allait. Et Thibaut, lui, il habite à Paris centre, dans le 15e. Donc j'ai fait du tandem de Paris centre jusqu'à Longchamp et puis des tours de Longchamp, puis après on est rentré. Donc là, c'était apprentissage accéléré, quoi. Slalom entre les voitures, arrêt au feu, etc. Donc du coup en 3 jours j'ai progressé plus qu'en 3 semaines je pense chez moi, donc voilà, ça m'a mis dans le bain direct. On connaît un peu à Paris. Apprentissage accéléré. Ouais, c'est ça. Et en tant que guide, des fois t'as pas la pression parce qu'en te disant faut que je nage bien, faut que je sois à son niveau, enfin si tu vois, s'il a envie d'accélérer ou s'il a envie, faut pas que je le ralentisse. Surtout que c'est des courtes distances, quoi. C'est... Ouais. Bon, après, moi, je suis assez polyvalent, donc voilà, j'ai gagné des sprints régionaux chez moi régulièrement toute ma carrière. Mais si, bien sûr, parce qu'en fait, quand t'es tout seul et que t'as un petit peu de baisse de motivation, tu dis, allez, c'est bon, j'ai déjà fait plein de trucs. Si je m'entraîne un peu moins, c'est pas grave. Là, Thibaut, il progresse fort. En natation, il nage vraiment bien. Donc, je peux plus me permettre d'aller nager 2 fois par semaine quand j'ai la flemme. Donc, si, c'est une vraie motivation de me dire il faut que je sois devant quoi qu'il arrive et il faut que je continue à être devant pour le guider sereinement, quoi. Même à pied, il progresse bien. J'ai encore une marge, mais il faut que je puisse parler à pied. Si je me retrouve en détresse, que je peux plus lui indiquer les trous, les moments où on tourne, ça va être problématique. Donc, c'est une bonne motivation pour se maintenir, ouais. Et comment tu fais justement sur la natation là, c'est uniquement avec la longe que tu lui donnes des indications? Enfin, ça doit pas être évident pour indiquer les bouées, mais vous avez des façons de communiquer? On a tout un code en fait. On a tout un code, c'est-à-dire que la longe, lui, il sent quand elle se tend et il se rapproche de moi. Alors, il faut des fois on se frotte un peu, on se rentre un petit peu dedans, mais vaut mieux ça plutôt que d'être trop écarté. Et puis après, quand on arrive au bouée, je crie un grand coup. Et lui, il sait que quand je crie, c'est le moment de tourner, par exemple. Ou alors au Canada, il fallait faire un peu de dolphin en sortant de l'eau, c'est-à-dire prendre 2-3 appuis, replonger, prendre 2-3 appuis, replonger. Il l'avait jamais fait, donc on l'a travaillé un petit peu à l'entraînement. Et puis quand il fallait se remettre debout, je lui tapais sur le dos. Et puis pour le dolphin, on essayait d'être coordonnés. Moi, je faisais en même temps que lui, quoi, tout simplement. Et puis quand il fallait arrêter le dolphin, pareil, je lui retapais un peu sur le dos et on se mettait à courir. Donc voilà, il faut créer des codes en fait. Faut inventer des codes. Et puis après, quand ça tourne à droite et que c'est pas un gros virage, je le serre, quoi. Et puis lui, il réagit en fonction de ça, quoi. C'est beaucoup aux sensations. Et sur les transitions, t'as le droit de l'aider pour, je sais pas, pour enlever la longe, pour se changer, des choses comme ça, ou c'est pas forcément...
j'ai le droit de l'aider, mais très franchement, il se débrouille vraiment bien tout seul en fait. En sortie d'eau, il se détache, donc moi je garde le lien et je m'en occupe. Comme ça, il a pas ça à faire. Mais il arrive à suivre le tapis. Sur les courses, c'est assez propre. Il y a un tapis bleu en général, donc il le suit jusqu'à sa place. Je lui indique quand même dans 20 mètres on a notre place, top c'est là, etc. Mais après on a bien posé les choses, on a bien révisé avant la course, donc lui il fait sa transition tout seul au final et on visualise tout ça avant. De toute façon on se prend le parcours et on dit tac, là il y a l'entrée, là il y a la sortie, etc. Et du coup lui il fait tout seul, voilà. Moi, je m'occupe du vélo, par contre, et on a pareil tous des codes pour monter. On monte en même temps sur le vélo. Par contre, on descend chacun notre tour. Enfin voilà, on a une répétition à faire avant, mais je l'aide pas vraiment. D'accord. Il se débrouille. Et vous arrivez à sauter sur le vélo, justement, sur la transition? Non, pour l'instant, on n'y arrive pas. Déjà parce qu'il a acheté un tandem d'occasion qui n'était pas forcément aux cotes qu'on voulait. Et moi, il faudrait que je passe la jambe par devant, parce que si je la passe derrière, je lui mets un coup de pied dans la tronche. Oui. Voilà. Ouais, c'est pas Et- problématique. Et du coup, j'y arrive pas. C'est trop haut. Donc, on peut pas. Et puis, même pour lui, hein, c'est compliqué. Mais sur le prochain vélo, on va le faire, je pense. Parce qu'on a demandé un peu plus looping, etc. On doit le recevoir la semaine prochaine et normalement, ça devrait passer. Par contre, on descend en route. Et pareil, pour pas se gêner, vu que j'arrive pas à passer le pied par-dessus le tube, il descend en premier et quand il est descendu, après moi je descends. Comme ça, on se percute pas. Voilà. C'est tout plein de trucs à réinventer en fait. Hein. Voilà. Et est-ce que tu t'éclates plus de faire du triathlon un sport collectif qu'un sport individuel comme tu pouvais le pratiquer par le passé? Ou t'arrivais malgré tout, je suppose que oui, mais à prendre du plaisir tout seul sur tes épreuves? Comment t'as évolué là-dessus? Ouais, je m'éclate plus dans plein de compartiments. C'est-à-dire que Thibaut, il a commencé le tri il y a même pas 2 ans, donc il avait tout à découvrir. Et moi, je suis quand même prof à la base, donc ce côté transmission, apprendre des trucs, c'est quand même très très sympa. Et ça, il n'y a pas quand tu fais un sport individuel au final, tout seul dans ton coin. Et puis le voir progresser au quotidien, faire les séances VMA avec lui. Enfin ouais, moi je trouve ça super sympa. Et puis en course. C'est aussi beaucoup. C'est moins de souffrance quand même que quand je suis tout seul. Parce qu'à pied, vu que je suis un petit peu au-dessus, je peux être moins tendu que quand moi je cours tout seul. Et du coup, je l'aide à faire une grosse perf d'une certaine manière. Donc, c'est sympa. C'est un rôle qu'on n'a pas vraiment en longue distance. C'est différent, mais ouais, je m'éclate. Je pense pouvoir dire que je m'éclate plus. Après, il y a moins cette satisfaction personnelle d'être allé au bout de soi-même et d'avoir demandé à son corps le max qu'on pouvait lui demander, que tu retrouves quand tu as fait la course parfaite et que tu gagnes un half, par exemple. Donc, de ce côté-là, c'est un petit peu différent, mais on s'éclate bien quand même. Et tu parlais justement transmission, que c'était quelque chose qui était important pour toi. Est-ce que tu t'imagines plus tard devenir coach, par exemple, à la fin de ta carrière, une fois que tu auras fini aussi la partie paratriathlon? C'est quelque chose qui t'intéresse? Tu as déjà réfléchi un petit peu? Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et de toute façon, j'ai toujours fait avec des potes, avec ma femme, avec plein de gens, des entraînements dirigés, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas vraiment le temps de m'y plonger à fond pour l'instant, mais c'est clair et net que d'une manière ou d'une autre, j'entraînerai à la fin de ma carrière. Après, je t'avoue que c'est pas encore d'actualité et je me laisse un peu guider, mais que ce soit en tant que bénévole dans un club ou de manière un peu plus professionnelle, ça fera partie de ma vie, ouais, c'est sûr. Et sur la partie Jeux Olympiques, justement, vous en êtes où? Ça se passe comment pour la qualif pour 2021, du coup? Alors, nous, il y a 1 an et demi, Thibaut faisait pas partie des plans de la Fédé et avait jamais fait de stage avec la Fédé, tu vois. Donc, on en est on arrive là sur le tard. Thibaut a un gros potentiel, donc on a des vraies chances de se qualifier, moi je pense, mais on est en retard sur les autres binômes. Donc, on a tout à prouver et on attend les courses de fin de saison et puis de début de saison prochaine pour montrer où on en est et pour essayer de convaincre la Fédé de nous emmener au jeu. Donc pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais bizarrement, on est quand même
assez confiant parce que on a des réelles chances. Voilà. Donc ça tombe bien finalement que ce soit décalé à l'année prochaine, ça vous laisse un peu plus de temps aussi pour optimiser les transitions, que Thibaut puisse progresser, ce genre d'éléments. Ah bah bien sûr, pour nous, c'est très positif, hein, je peux pas dire le contraire, si la course a lieu. Parce qu'il y a toujours ce petit doute-là, d'avoir un retour, une deuxième vague et tout. Et si on a des courses en septembre aussi, parce que si tu passes un an sans courir, on se retrouve au même point que l'année dernière. Donc, bon, moi je suis confiant, je pense qu'on va recourir en septembre. Et si on recourt en septembre, pour nous, ça aurait été positif que ce soit repoussé, très clairement. Parce qu'il est plus fort maintenant qu'il y a 6 mois. Et il n'y a aucune raison qu'il soit pas plus fort dans 6 mois que maintenant. Donc voilà. Moi, je suis plutôt content personnellement que ce soit repoussé. Et je pense avoir convaincu Thibaut que c'est une bonne chose. Voilà. Ouais. Et que c'était atteignable, que c'était possible. Ouais. Tu sais, lui, il débarque dans le milieu du triathlon. Il fait des tests de sélection en septembre 2018. En 2019, il fait un stage avec l'équipe de France. L'été, il se retrouve à faire des Coupes du Monde. Enfin, tu vois. Donc, cette confiance en lui, croire qu'il peut faire quelque chose de bien, il a fallu aussi lui inculquer d'une certaine manière. Au début, je le sentais pas ultra motivé, en fait. Et en plus, il avait repris des études de kiné, il est en train de finir là, donc il y a tout qui se bousculait, mais là maintenant c'est bon, il a compris qu'on pouvait faire quelque chose de bien et il est à fond, donc c'est sympa, c'est bien. Ah, puis faire les JO, je pense que ça doit être le rêve de beaucoup de sportifs, donc... Ouais, c'est un bon truc, et même pour moi, ça peut être un objectif vraiment sympa, ouais. Ok, très bien. Je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien. On a c'est la question la plus importante. Ouais, la question la plus importante. On a une tradition dans le podcast Pinta Triathlon Club, c'est de demander à notre invité sa bière préférée. Alors, est-ce qu'on bière préférée ? Ouais. Moi, ma bière préférée, c'est de la blanche. Peu importe laquelle, ou Garden par exemple, bière blanche, ou des marques un peu plus confidentielles, bio, en blanc, qui sont très très bonnes, mais bière blanche, voilà. D'accord. Écoute, merci. Merci beaucoup pour ton temps. On a été ravis de pouvoir t'accueillir sur le podcast. Merci messieurs également. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ? Page Facebook Cyril Viennot triathlète et Instagram Cyril Viennot, et j'ai mon site web. Alors le site web sert de moins en moins, c'est plus une vitrine et il n'y a pas énormément d'actu, mais il y a aussi un site web, mais essentiellement Facebook et Insta. Super. Ok, et nous, on peut nous suivre où ? Nous, on peut nous suivre aussi, ça faut demander à ouais, c'est vrai, c'est mon rôle à chaque fois. Nous, on peut nous suivre sur Instagram aussi, pptc_tri, et sur Strava, pptc-tri. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Écoutez. Écoute, avec plaisir, et puis bonne chance pour la qualif l'année prochaine et pour les prochaines courses. Merci. Et n'oubliez pas que l'important c'est le club, bien sûr. À bientôt. Merci beaucoup. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.